Alors, comment est-ce qu'un homme né dans une des familles les plus riches du Moyen-Orient, élevé dans un luxe inimaginable, a-t-il pu devenir la figure la plus recherchée de la planète? L'histoire d'Oussama Ben Laden est vraiment pleine de paradoxes, et c'est ce parcours, ce voyage plus qu'improbable, que l'on va explorer. Tout commence non pas dans une grotte reculée, mais bien au cœur du confort et de la richesse. Son histoire prend racine dans une dynastie saoudienne extrêmement puissante, l'une des plus opulentes de toute la région. Il a grandi entouré de tous les privilèges qu'on peut imaginer, des écoles prestigieuses, une vie de luxe. C'est un point de départ qui rend sa trajectoire finale encore plus déroutante. Et pourtant, c'est cet homme-là qui finira par incarner une menace mondiale au point de devenir l'ennemi public numéro 1. Ce contraste, il est saisissant et il est vraiment au cœur de son histoire. Pour bien comprendre, il faut revenir au tout début. Oussama Ben Mohamed Ben Awad Ben Laden, il naît en 1957 à Riyad. Son père, il est parti de rien, c'était un immigrant yéménite et il est devenu un véritable magnat de la construction, l'un des hommes les plus puissants du royaume saoudien. Quand son père meurt en 1967, l'empire familial n'est pas juste riche. Non, il vaut déjà des milliards. Oussama est donc l'un des héritiers de cette fortune colossale, une somme qui, concrètement, lui donne des moyens quasi illimités. Et l'influence de sa famille était immense. Le groupe Ben Laden, c'était le partenaire privilégié de la famille royale. Les routes, les palais, les infrastructures essentielles, l'entreprise a littéralement bâti une grande partie de l'Arabie saoudite moderne. En parallèle de son éducation religieuse très stricte et de ses études en gestion, il y a une autre sorte d'influence qui commence à faire son chemin. Pendant ses études, il rencontre des penseurs islamistes radicaux et leurs idées vont profondément remodeler sa vision du monde, préparant le terrain pour un changement radical. Et le catalyseur de ce changement, il arrive en 1979. L'Union soviétique envahit l'Afghanistan. Pour beaucoup dans le monde musulman, y compris pour Ben Laden, c'est perçu comme une attaque contre une terre d'islam. C'est un appel à l'action. Alors des volontaires affluent de partout pour aller combattre. On les appelle les Moudjahidines. Ce sont des combattants musulmans qui s'engagent dans ce qu'ils considèrent comme une guerre sainte, un djihad. Et Ben Laden, à peine âgé d'une vingtaine d'années, décide de les rejoindre. C'est vraiment là que sa transformation s'accélère. L'étudiant en économie devient un financier de guerre. L'héritier d'un empire de la construction, il utilise sa fortune et ses contacts pour bâtir des routes et des camps militaires pour les combattants. Pour ses partisans, il devient un symbole de sacrifice. En 1989, les Soviétiques se retirent. Pour beaucoup de ces combattants étrangers, cette victoire, c'est la preuve qu'une superpuissance peut être vaincue. Mais une question se pose. Et maintenant, on fait quoi? La guerre est finie? C'est dans ce contexte que Ben Laden cofonde Al-Qaïda, un nom qui signifie « la base ». L'idée de départ qu'il développe avec son mentor, le prédicateur Abdullah Azzam, c'est de garder ce réseau de combattants expérimentés actifs pour de futurs conflits. Et puis arrive un autre tournant, un moment décisif. En 1990, l'Irak envahit le Koweït. L'Arabie saoudite, qui craint pour sa sécurité, accepte que des troupes américaines s'installent sur son sol. Pour Ben Laden, c'est une trahison absolue. C'est une profanation de la terre sainte de l'islam. À partir de là, ses relations avec le régime saoudien se dégradent très vite. Il est contraint à l'exil. D'abord au Soudan, en 1991, où il continue de développer ses réseaux. Puis, sous la pression internationale, il est forcé de partir, et il retourne en Afghanistan en 1996, cette fois sous la protection des talibans. Et c'est depuis l'Afghanistan qu'Al-Qaïda va intensifier sa guerre contre les États-Unis. En 1998, il y a les attentats contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie. Plus de 200 morts. Ça révèle au monde entier l'ampleur du réseau. Mais ce n'était qu'un avant-goût de l'attaque qui allait tout changer. Le matin du 11 septembre 2001, une opération d'une ampleur totalement inédite est lancée. 4 avions de ligne sont détournés par des commandos d'Al-Qaïda, directement sur le sol américain. Ils sont transformés en armes. Les cibles, ce sont les cœurs symboliques et militaires de l'Amérique. 2 avions percutent les tours du World Trade Center, un 3e frappe le Pentagone, et un 4e s'écrase en Pennsylvanie après une révolte des passagers. Le bilan humain est effroyable. 2977 personnes perdent la vie. Pour les États-Unis et pour une grande partie du monde, il n'y a pas de doute, cette attaque est un acte de guerre. La riposte sera immédiate et elle va déclencher une réaction mondiale sans précédent qui va redéfinir la géopolitique du XXIe siècle. La réponse, donc, ne se fait pas attendre. Les États-Unis lancent une immense opération militaire en Afghanistan pour démanteler Al-Qaïda et capturer son chef. Le problème, c'est qu'Oussama Ben Laden disparaît des radars. Ce qui commence alors, c'est l'une des plus longues chasses à l'homme de l'histoire moderne. Pendant près de 10 ans, Ben Laden reste introuvable. Il devient une sorte de figure fantomatique. Alors, où était-il? Les spéculations allaient bon train.
Caché dans les montagnes, à la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan, les services de renseignement du monde entier étaient sur sa piste, mais il semblait s'être volatilisé. Et finalement, en 2011, des renseignements permettent de localiser un complexe fortifié assez suspect à Abbottabad, au Pakistan. Dans la nuit du 2 mai, une unité des forces spéciales américaines lance un raid secret. Oussama Ben Laden est tué au cours de l'opération. La traque est terminée. La mort de Ben Laden a bien sûr clos un chapitre, mais elle laisse derrière elle énormément de questions. Comprendre son parcours, ce n'est évidemment pas pour justifier ses actes. C'est plutôt pour essayer de saisir comment une telle trajectoire a pu être possible. Comment cet homme a-t-il pu passer du luxe le plus absolu à la terreur mondiale ? En fait, son histoire n'est pas seulement celle d'un individu, c'est aussi le reflet d'un monde qui a été façonné par la guerre froide, par les conflits régionaux et par la montée des idéologies radicales. Et c'est peut-être ça, la leçon à retenir au final. Les grands bouleversements de l'histoire, ils ne surgissent presque jamais de nulle part. Ils sont souvent le résultat de décennies de tensions qui s'accumulent, lentement, presque en silence, jusqu'au jour où tout explose aux yeux du monde.